président de Coaching Financier Trek. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente, Hélène Savignac, cofondatrice de Synaction Expansion. Et c'est vraiment dans le cadre d'une série d'entrevues où je rencontre des leaders qui m'inspirent pour faire rayonner leur entreprise, bien sûr, mais également pour, moi, je me dis qu'on est vraiment dans une phase où la collaboration et la contribution peuvent vraiment faire partie du monde des affaires et en interviewant des gens justement inspirants, c'est vraiment aussi pour en inspirer d'autres qui, chacun à notre façon, on vit cette phase-là d'incertitude sans précédent en quelque sorte, et on a tous notre façon de la vivre et je pense que c'est vraiment, j'ai beaucoup de plaisir en tout cas à rencontrer des gens inspirants qui nous partagent un peu comment ils vivent ça au niveau de leur entreprise et c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce qui est présent présentement, qui est disponible pour nous et qu'on peut voir cette période-ci aussi comme oui, c'est incertain, mais en même temps, c'est toujours rempli d'incertitudes, c'est toujours rempli d'opportunités quand il y a des périodes de ce type-là. Alors, sans plus tarder, Marc, je vais te laisser te présenter. Quelle est ton entreprise et c'est quoi le secteur d'activité dans lequel tu œuvres? Bien sûr, merci Hélène. Je suis président fondateur d'un cabinet de services financiers basé à Laval qui s'appelle Coaching Financier Trek. Coaching Financier Trek existe depuis 2002. J'ai fondé le cabinet, il y avait moi et un autre conseiller à l'époque. Maintenant, on est 30 personnes qui travaillent à temps plein. Donc, notre spécialité, c'est la planification financière aux professionnels ainsi qu'aux entrepreneurs québécois. Donc, on est basé à Laval, mais notre clientèle se situe partout au Québec. Eh merci. Puis justement, étant donné que ça fait déjà quelques années, que ça fait 4 ans, vous faites partie du palmarès de, comment tu me dis ça, Profit 500, qui en fait mentionne les 500 entreprises au Canada qui sont en période de croissance. Et ça fait déjà 4 années que vous faites partie de ce prestigieux palmarès. Alors, comment qu'on vit ça comme entreprise qui est en pleine expansion et qui, du jour au lendemain, et j'imagine que ça a dû être affecté, l'entreprise a dû être affectée par qu'est-ce qui s'est passé. Alors, comment qu'on vit ça quand on est en pleine expansion et puis dans un secteur comme le tien, là, tiens, à quelque part, on est dans les services financiers, on pourrait penser que c'est peut-être un aspect qu'on va mettre de côté quand il arrive une situation de la sorte. Alors, je me trompe-tu en disant ça? Alors, comment tu as vécu ça comme chef d'entreprise? Ben, je vais répondre. Je vais commencer par la fin. Quand tu dis dans des périodes comme ça, peut-être les gens peuvent penser qu'ils vont avoir moins besoin de nous, mais c'est là que le côté service entre en compte. Là, c'est que les gens ont besoin d'être rassurés dans des périodes d'incertitude comme ça. Les gens ont leur bas de laine chez nous, nous font confiance pour ça. C'est sûr que nous, on contrôle pas les marchés, mais on peut contrôler ou les aider à contrôler leurs émotions. Donc, on est beaucoup plus dans une période de service, là, puis d'aide psychologique des fois là, qu'autre chose. Donc, on travaille beaucoup à ce moment-ci quand même. Pour ce qui est du Profit 500, puis d'avoir une compagnie qui est en croissance, puis oui, ça fait 4 ans qu'on obtient ça, mais l'entreprise est en croissance depuis 20 ans. Ce qui est difficile quand ça arrive, c'est que moi, comme entrepreneur, comme gestionnaire, j'ai toujours eu à gérer de la croissance. Là, on gère je dirais pas une décroissance, mais une crise qui fait qu'on doit le gérer un peu comme une décroissance parce qu'on ne sait pas nécessairement quand ça va s'arrêter ou en fait plutôt quand ça va revenir à la normale. Donc, j'ai passé 20 ans à embaucher des gens. On est toujours, en fait, jusqu'à il y a 2 mois, on était toujours en embauche. Puis là, on arrive à un point où on doit dire à des gens d'aller attendre chez eux avec le plan d'urgence du gouvernement pour nous permettre d'avoir une saine gestion de nos finances. Puis on est les premiers à devoir montrer l'exemple. On a pris des décisions qui étaient en prévention parce que si on avait une date de retour à la normale, exemple, qui nous avait dit, au 1er juin, ça revient à la normale, ou au 1er juillet, ça revient à la normale, on n'aurait probablement pas eu à faire rien puis juste conserver les gens à leur place. Mais étant donné qu'on ne sait pas quand la normale va revenir,
la décision, bien que difficile, était de diminuer en fait les frais fixes de l'entreprise pour faire face à ça puis revenir fort, être en bonne posture au moment où les choses vont se replacer. Fait que, dans le fond, toi, cette partie-là d'avoir à remercier ou mettre certaines ressources sur pause, c'est-tu l'élément que tu as trouvé le plus difficile, qui a été le plus préoccupant pour toi jusqu'à présent? C'est une chose d'analyser des chiffres et de dire voici les décisions qu'on a à prendre pour que l'entreprise il y ait une saine gestion. Mais humainement parlant, c'est tout ça que tu dirais que tu as trouvé le plus difficile jusqu'à présent? Ah, tout à fait. Tout à fait. Ça a été, je dirais que les 2 premières semaines de cette crise-là, c'est ça qui a occupé mes semaines. Puis avec beaucoup de frustration des fois parce que les programmes ont été, bon, il y a des nouveaux programmes qui étaient ajoutés. On n'avait pas tous les détails. Là, quand tu avais les détails, tu te rends compte peut-être que tu ne te qualifies plus à ça. Nous, étant une entreprise en croissance, la subvention de 75% sur les salaires, quand ça avait été annoncé, ben on avait dit, ben OK, on va garder tout notre monde, mais après ça, on s'est rendu compte que, ah non, étant donné qu'on n'avait pas eu une perte par rapport à l'année précédente, on ne se qualifiait plus. Donc, il a fallu revenir au plan original. Puis, tu sais, ça a été il y a eu de la frustration, puis je ne veux pas blâmer les gouvernements. Ils font quand même une très bonne job, à mon avis, là, par rapport à ça. Puis, ils doivent le faire rapidement. Puis, tu sais, je pense qu'ils font quand même des bonnes choses, là. Mais pour nous, ça a été frustrant. Puis pour moi, personnellement, ça a été, oui, la chose la plus difficile à faire. Parce que pour ce qui est du reste, ben, c'est pas si pire à comparer, être obligé de mettre des gens sur le côté, puis leur expliquer, puis leur dire, ben, pourquoi c'est eux qui ont été mis sur le côté. Puis tu veux aussi avoir une ambiance au retour. C'est le retour après. Là, moi, j'ai été mis de côté, pas toi, pourquoi? Puis tu veux pas tomber dans cette game-là. Fait que ça a été de bien positionner les choses puis d'expliquer les raisons. Puis mon équipe a été très, très très réceptive en fait à cette nouvelle réalité-là. Je pense qu'on est tous là-dedans ensemble. Puis ça a bien été. Puis je te demandais, tu dis, tu sais, je l'ai vécu avec des frustrations, puis on le comprend, on a toute notre façon de vivre, des choses qui viennent nous chercher plus que d'autres. Qu'est-ce que je te dirais que tu as fait pour, parce que visiblement, ça fait déjà quelques temps que je te connais, puis t'es pas un gars qui est dans la frustration, là. Qu'est-ce que je connais de toi? T'es pas un gars qui reste longtemps là-dedans. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu as fait, tu dirais, comme pour justement te libérer de cette frustration-là, puis être en mode dire, OK, c'est une situation de notre contrôle, puis ça donnera absolument rien de rester dans cet état d'être-là. Qu'est-ce que tu as fait pour passer à d'autres choses puis être plus dans un mode, je veux dire, de résilience, on peut dire? Ben, j'ai rien fait. En fait, tout ce que tu viens de dire là, de dire on contrôle pas, on a des puis c'est ça, je suis de cette nature-là. Oui, occasionnellement, j'ai des frustrations, puis je vais trouver soit une solution ou s'il y a, il y a toujours une solution, là. Des fois, elle est difficile, mais ça prend le guts puis peut-être le courage de prendre ces décisions-là, que ce soit dans ta vie personnelle, dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on est quand tu es un entrepreneur ou un leader, ça vient avec la job. Là. Les décisions difficiles, c'est toi qui les prends, puis c'est toi qui dois vivre avec ces décisions-là, bonnes ou pas bonnes. Puis encore une fois, je suis loin d'être politisé, puis je regarde ce que notamment notre premier ministre, M. Legault, fait comme travail, puis c'est très inspirant. Puis je le vis à petite échelle, moi, de devoir jongler avec tout, puis devoir prendre des décisions, puis des fois, en n'ayant peut-être pas toute l'information que tu aimerais avoir au moment où tu prends ces décisions-là, puis ça prend énormément de courage, puis j'admire beaucoup ce qu'ils font en ce moment. Puis oui, ils vont se tromper, puis ils vont prendre le blâme sur ce qui va arriver. Puis s'ils font les bons coups, probablement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont revenir là-dessus, mais s'ils font des mauvais coups, on sait comment c'est. Hein? C'est la même chose comme chef d'entreprise, aussi grande soit-elle, ou aussi petite soit-elle. Il faut toujours
toujours quelqu'un qui doit prendre les coups quand ça va pas bien, puis qui a peut-être rarement de félicitations quand les coups sont bons, mais bon, ça vient avec la tâche. Fait que tu dirais finalement ce que tu faisais avant de pas rester accroché à quelque chose qui est dérangeant, de dire, OK, c'est beau, on va le vivre, puis on passe à un autre appel, on passe en avant, de pas rester accroché au passé, surtout sur les choses qu'on n'a pas le contrôle. Ça a été une des clés pour faire en sorte de dire, ben je resterai pas accroché là-dessus. Je vis ça maintenant, mais on va faire qu'est-ce qui est avec ça, puis on continue à prendre des décisions avec l'information disponible finalement. Tout à fait. Puis quand on a vu que tout semblait bien se passer pour nous, là, dans le sens où on n'a pas, oui, on subit une diminution de croissance, mais on n'est pas, financièrement, on n'est pas à risque là, loin de là. Ça va quand même bien au niveau de nos affaires. Puis, dans une période comme ça, le gros avantage, c'est la disponibilité des gens pour obtenir des rencontres virtuelles. Les gens ont rien à faire ou presque. Là, les gens sont beaucoup plus facilement rejoignables et disponibles à discuter de différents services qu'on pourrait leur offrir dans le futur. Certaines personnes ne veulent pas nécessairement mettre en place des choses tout de suite, mais l'avantage, c'est qu'on peut faire le contact avec plusieurs personnes. Puis à partir du moment où on a vu que notre business n'était pas nécessairement si affecté que ça, ben là, c'est là qu'on s'est tourné là, vers de dire ben, comment nous, on peut aider maintenant, là? Comment on peut faire notre part dans ce qui se passe là auprès de notre communauté, puis tout ça. Puis ça, je vais revenir parce que vous avez fait des actions concrètes par rapport à ça. Alors, mais si je me permets une petite intrusion, étant donné quand même, tu es dans les produits financiers, puis tantôt, tu as ouvert une porte en disant on peut être pensé à croire qu'on va couper dans ce qu'on a de besoin. Mais si je te demandais qu'est-ce qui serait important dans une situation comme celle-là, pourrais-tu comme je t'amène un petit peu dans un côté peut-être expertise de ton domaine, mais qu'est-ce qui serait important peut-être pour les gens de considérer au niveau de planification financière ou de produits financiers dans une période comme celle-ci? Ben, dans une période comme celle-ci, c'est sûr que dans l'incertitude, ma recommandation, c'est de s'assurer qu'on diminue nos coûts fixes. Puis bon, par la bande, on a fait diminuer nos coûts variables parce que on dépense beaucoup moins d'essence, beaucoup moins de restaurants. On voyage plus parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Fait que ça on a réduit nos dépenses mensuelles par la force des choses. Puis ensuite, pour ce qui est des frais fixes, les gens qui ont des hypothèques, d'essayer d'avoir un congé d'hypothèque, ça peut être intéressant. Moi, je pense que d'avoir le plus de liquidité disponible dans ces temps-là, de bien dormir quant à ses finances personnelles, je pense que c'est ça qui est le mieux, là, de dire, j'ai plus beaucoup de dépenses, j'ai des liquidités qui sont là, si jamais ça se poursuit. C'est surtout qu'on ne sait pas quand la normale va revenir. C'est surtout ça. C'est pas comme... Et va être la normale aussi, en quelque sorte. Ça va être quoi la nouvelle? Ça va être la même normalité ou ça va être une nouvelle normalité? Il n'y a personne qui a le boule de cristal, hein, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je comprends les gens qui à l'occasion, vont vouloir juste attendre de voir qu'est-ce qui se passe avant de mettre des choses en place. C'est sûr que on a des jeunes professionnels de la santé, on travaille beaucoup avec les gens de la santé, notamment les médecins, les pharmaciens. C'est sûr que pour eux, ça fait pas une si grosse différence que ça, dans le sens où ils vont avoir du travail en finissant leurs études ou en commençant leur carrière, ils vont être embauchés, ils vont faire des salaires quand même intéressants. Donc, de mettre en place les bases d'une planification financière, pour eux, ça va de soi. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conseillers dans le bureau où leur business, en fait, leur chiffre d'affaires, puis les rencontres qu'ils ont eues avec les clients, ça fait que ça continue comme s'il n'y avait rien, en fait, en ce moment, parce que ces gens-là ne sont pas nécessairement affectés financièrement par ça. Pour ce qui est des entrepreneurs, par contre... Vas-y. C'est ça, les entrepreneurs qui sont 100% de ma clientèle maintenant, c'est sûr qu'ils ont eu à mettre des gens justement sur le côté. Leur chiffre d'affaires a réduit. Donc, le profit à la fin de l'année va être plus bas. Puis, la saine gestion d'une entreprise, c'est de ne pas engager tes liquidités disponibles dans
d'autre chose que de maintenir une bonne santé financière de ton entreprise. Fait que jamais je vais blâmer un de mes clients ou je vais essayer de mettre de la pression là, pour mettre en place un produit ou quoi que ce soit. J'aime mieux l'aider à gérer cette crise-là, puis ensuite, on fera ce qu'on était supposé faire ensemble pour le futur. Parce que les produits qu'on utilise, notamment certains produits d'assurance vie qui permettent une croissance de capitaux à l'abri de l'impôt pour les entrepreneurs, c'est des produits qui permettent une cristallisation annuelle des valeurs. Donc, quand les marchés sont touchés comme ils l'ont été dans les derniers mois, ces valeurs-là ne le sont pas. Donc, dans une saine gestion à moyen long terme, c'est des produits qu'on veut dans le portefeuille. Par contre, en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est le temps de commencer ça? Là, la réponse, c'est peut-être pas tout de suite, mais dans 3 mois ou dans 6 mois, oui, ça va être quelque chose pour la prochaine crise qui nous touchera. Là, ça, en fait, ceux qui l'avaient déjà mis en place, c'était une stratégie qui est gagnante. C'était pas le timing maintenant, mais en même temps, ce que tu disais, c'est que de prendre le temps avec les clients, de regarder qu'est-ce qui est adéquat pour eux maintenant. Dans certains cas, c'est la vie continue, comme les professionnels tu mentionnais. Dans d'autres cas, c'est de dire, ben OK, vous aviez pas ça, mais ça sera à prévoir parce qu'on sait que ça aurait été une bonne stratégie financière à adopter si ça avait déjà été en place auparavant. Fait que finalement, le rôle un peu du conseiller dans certains cas a changé un peu pour dire, ben voici qu'est-ce qui sera possible. Parce que on vient de vivre ça, mais puis là, moi, j'essaie pas d'être prophète de quoi que ce soit, mais c'est possible que d'autres situations arrivent. Tu sais, on est dans un vraiment contexte de mondialisation. On a vraiment la preuve que tous, on est interconnectés, que on dirait que le monde n'a jamais été aussi petit. Alors, je pense que l'adaptation à des changements rapides, c'est une clé. Puis, en fait, ce que tu démontres, c'est qu'en ayant continué à avoir la communication avec les clients, vous avez réussi aussi à pouvoir dire qu'est-ce qu'il y en est maintenant, puis semer, en fait, pour le futur aussi, là. Oui, puis il va arriver d'autres choses dans le futur. La dernière, c'était 2008 où on a vécu une débandade qui s'est récupérée assez rapidement, là, mais ça sera quoi la prochaine chose? On ne sait pas, mais il va y avoir d'autres choses. Les marchés vont fluctuer au fur et à mesure que le temps va passer. Puis c'est sûr qu'il va y avoir d'autres diminutions importantes. Puis pour un entrepreneur qui normalement va avoir un très, très gros pourcentage de sa valeur, de ses actifs dans les actions de son entreprise, puis que certains éléments vont être hors de son contrôle, comme en ce moment, par rapport à ses revenus, d'avoir des produits qui ne vont pas fluctuer lorsque ce genre de tempête-là arrive, c'est vraiment, vraiment pertinent. Donc, d'avoir un espèce de bas de laine qui est solide, c'est quelque chose qui est très pertinent. Puis je pense que, justement, en référant à ce qui se passe en ce moment, notre industrie va juste être gagnante parce que les gens vont tous l'avoir vécu, vont voir que ça peut arriver, puis ça peut arriver vite. De dire, je vais prendre une portion de mes avoirs, puis je vais les mettre dans autre chose que uniquement, par exemple, les produits qui sont directement liés au marché financier, puis qui vont tomber en même temps que tout le reste si jamais il y a quelque chose comme aujourd'hui qui survient à nouveau. Fait que c'est toujours aussi de varier, en fait. Il y a différents mécanismes qu'on peut varier notre position qu'on a par rapport au risque, en quelque sorte. C'est ça. Tout à fait. Alors, autrement dit, je trouve ça inspirant que tu partages ça parce que, OK, à court terme, il y a peut-être certains dossiers qui vont être sur pause, mais en même temps, c'est des opportunités pour le futur d'utiliser qu'est-ce qui vient de se passer pour bâtir le futur aussi, peut être en même de bien guider, de bien conseiller les gens, autrement dit. Et tu as ouvert une porte tantôt. Bon, tu as regardé, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qui était à faire pour une saine gestion? Si je te demande un peu, qu'est-ce qui a été la clé aussi pour garder une bonne communication avec l'équipe, puis faire en sorte que on se met déjà en mode de on continue à bien conseiller, à bien servir nos clients. Puis, on se met en mode aussi, même, je vais revenir sur l'aspect contribution, de dire, qu'est-ce qu'on fait pour aider? Nous, ça va quand même bien dans les circonstances. Alors, qu'est-ce qui a été la clé pour toi de garder cette fluidité-là dans les communications, puis le contact avec l'équipe? Qu'est-ce qui a été, tu dirais, dans les bonnes pratiques qui ont été mises en place?
Ben, en fait, ce qu'on se disait, c'est une chance que cette crise-là n'est pas arrivée il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'avait pas toutes ces plateformes-là de communication vidéo. Il y a 10 ans, ça aurait été communication par courriel, puis c'est à peu près tout, le courriel, téléphone. Là, au moins, on est en mesure de faire des rencontres, que ce soit par Zoom, Teams, des lives comme ça. Ça, c'est intéressant. Puis dès le début de la crise, on a commencé à adopter une plateforme de vidéo rencontres où là, on a été en mesure de rassembler l'équipe. Puis même ceux qui ont été mis sur le côté sont invités à se joindre au meeting hebdomadaire qu'on fait pour mettre les gens au courant. Puis, même avant qu'on apprenne tous les programmes du gouvernement, on avait nos rencontres, la transparence, ça a été bien important. On n'a pas caché rien à personne. On a tout expliqué, puis les vraies raisons pourquoi on faisait différentes choses. Donc, ce qu'on a fait dès le départ, c'est d'avoir des meetings hebdomadaires, là, et avec le personnel administratif et avec le personnel, les conseillers, conseillères. Puis, on s'est fait même un 5 à 7 là, avec Pierre Lavoie qui est venu discuter avec nous la semaine dernière. Puis on veut en faire d'autres, des choses comme ça, de rassembler les gens, de s'assurer qu'on ne se perd pas de vue. On fait toujours un tour de table, savoir comment ça se passe, est-ce que tout le monde est en santé, est-ce que dans l'entourage, les gens sont affectés. Bon, pour le moment, tout le monde va bien, donc ça, c'est le fun, mais donc, étant donné que nous, tout allait quand même relativement bien, mais comme tu disais, on a pris des initiatives là, au niveau local pour donner un coup de main parce qu'on se disait, on n'a pas de masque à donner, premièrement, on n'en a pas, on n'a pas de background en santé à part d'avoir des clients en santé. Fait que ce qu'on s'est dit, on va chercher, voir comment on peut faire notre part. Puis, drôlement, on a eu de la difficulté à trouver des ressources. Les gens, probablement les gens étaient très occupés, puis je vais mettre ça sur ce dos-là. Mais ça a été difficile d'entrer en contact avec des gens à qui on voulait donner. Mais il y a deux organismes, une banque alimentaire de Laval, puis un centre de pédiatrie sociale aussi de Laval, à qui on a fait des dons. Là. À la banque alimentaire, on a offert des denrées. Je pense que c'était 400 quelques douzaines d'œufs, puis de la viande, tout ça. Puis la raison pourquoi c'est ce qu'on a offert, c'est qu'on leur a demandé c'était quoi leurs besoins en termes de denrées, puis c'était la réponse. Là, puis on est allé selon les budgets que nous, on s'était donnés. Donc, on a donné plusieurs milliers de dollars là, en denrées. Puis de l'autre côté, on a au niveau de la pédiatrie sociale, au centre de pédiatrie sociale, il y a la demande au niveau des familles dans le besoin, la demande de repas était très grande. Puis nous, on s'est associé avec Olivier Delcolle, qui est l'ancien chef exécutif de notre diva Céline à Vegas. Donc, Olivier, qui est un ami et un fier collaborateur là, de Trek. En fait, pas un fier, mais un fidèle. J'imagine qu'il est fier aussi, mais un fidèle collaborateur. a accepté là, de concocter des repas pour qu'ils soient distribués aux familles dans le besoin. Puis, au final, là, on va offrir là, 600 repas pour les familles de Laval là, qui sont dans le besoin. Donc, tout ça s'est fait là, cette semaine. Puis, je suis sûr qu'il y a d'autres entrepreneurs comme moi qui se demandent comment faire, quoi faire. Pour ceux qui aimeraient faire quelque chose, nous, c'est un tout petit morceau qu'on a réussi à combler avec eux. Ils ont encore des besoins. La semaine prochaine, ils vont avoir encore des besoins. Nous, ce qu'on a donné, ça va les occuper un peu pour la semaine, mais après ça, tout est à recommencer. Puis nous, on ne peut pas le faire chaque semaine. Donc, s'il y en a qui veulent avoir les coordonnées du chef Olivier pour faire la même initiative, peut communiquer avec moi directement ou peut-être avec toi, Hélène, puis tu transféreras l'information, mais ça va me faire plaisir. Donc, c'est un clé en main. On donne le budget qu'on a, puis ça va se transformer en repas pour des familles qui en ont vraiment besoin.
est-ce que tu dirais, ben écoute, félicitations puis bravo pour cette belle initiative. Est-ce que tu dirais que les organismes étaient surpris de cette contribution, de cette offre de contribuer, ou ils étaient vraiment, comme tu disais, ben tellement occupés que on n'est pas habitué de recevoir comme une contribution venant qui arrive comme ça? Tu dirais-tu qu'ils étaient surpris ou c'était vraiment plus qu'ils étaient comme aussi occupés puis comment ça s'est passé? Est-ce que les gens étaient surpris de cette offre-là de contribution, tu dirais? Ben, les deux organismes, oui, je dirais qu'ils étaient surpris, mais ils étaient aussi surtout très reconnaissants. On se sentait, puis on sent qu'ils sont vraiment dans l'impuissance. Ils veulent aider, ils peuvent pas aider tout le monde, ils peuvent pas, puis malgré ce que nous on a donné, c'est beaucoup, mais ils ont besoin d'encore plus que ça. Là, c'est la quantité de familles, là, avant, je pense qu'il y aidait une centaine de familles par semaine. Puis là, je pense que c'était à la banque alimentaire, là, c'était 100 ou je sais pas combien. Puis ça a comme triplé là, depuis 2 mois, les familles qui ont des besoins alimentaires. Centre de pédiatrie sociale, on sait, là, puis nous en avons parlé, les conséquences du confinement, là, c'est pas juste des conséquences financières, il y a tout le côté psychologique, les violences, les choses qui sont faites. Puis là, bon, on s'adresse beaucoup plus aux enfants, mais c'est ce que ça permet aussi aux gens en allant livrer des repas. Ben, ça donne un break pour les gens là, au niveau de l'alimentation, puis de dire, ben, OK, j'ai quelque chose pour nourrir ma famille, du moins aujourd'hui. Là. Mais c'est que ça permet aussi aux intervenants, en ouvrant la porte, de voir un peu comment ça a l'air de se passer dans la maison, puis tout ça. Mais il y a des grands besoins, puis c'est ceux qui, justement, je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis, en tout cas, moi, j'ai une recette, puis c'est très facile, là, ceux qui veulent le faire, ils ont juste à communiquer avec moi, puis je vais les orienter. Ben, l'invitation est lancée. Merci de cette invitation-là. Et alors ça, c'est des gestes que vous avez décidé de faire. Tu dirais-tu que tu ressens qu'il y a un élan, justement, de contribution? Est-ce que tu sens qu'il va y avoir une ouverture dans les prochains mois de maintenir ça, cette contribution-là? Tu sais, là, on voit le déconfinement, là, tranquillement, pas vite, les entreprises retrouvent le flot des opérations qui va peut-être être différente, mais est-ce que tu ressens que ça va laisser sa trace de contribution pour justement les entreprises, que ça va bien et ce désir-là de contribuer, puis l'interconnectivité on est conscient qu'on est tous... si nos clients vont pas bien, ça finit toujours par nous affecter. Si les gens autour de nous vont pas bien, ça finit par nous affecter aussi. Est-ce que tu ressens que ça va créer cette ouverture-là pour les mois à venir, même les années à venir? Ça ouvre une porte vers la contribution à plus grande échelle, au-delà de juste son entreprise? J'aimerais ça te dire oui. Je sais pas qu'est-ce que les gens vont faire. Je sais pas. Moi, j'ai fait ça, mais je ne sais pas si je suis le seul qui a appelé ces organismes-là pour faire ça. Je te dirais que de par leur ton, je n'ai pas l'impression que ça arrive à tous les jours. Donc, j'espère que les gens vont prendre conscience de ça puis vont donner. Mais une conséquence qui va être très, très grave de ce qui se passe en ce moment, c'est pour toutes les fondations qui, justement, soutiennent ces organismes-là, c'est que, pour les prochains mois, puis plusieurs mois, puis peut-être même, ça peut se compter même en années, les rassemblements, donc tous les soupers bénéfices, puis toutes les activités où ces gens-là ramassaient, ou ces associations-là, en fait, ou fondations, amassaient leurs fonds, ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus le faire pour plusieurs mois. Donc, il va y avoir un gros trou dans le budget de ces fondations-là. Donc, par la bande, tous les organismes qui bénéficiaient de ces fonds-là vont se retrouver en difficulté. Donc, c'est sûr que les billets qu'on achetait pour aller dans ces choses-là comme entrepreneur, c'est de dire, ben, je vais réorienter cet argent-là, je n'irai pas dans un souper, je n'irai pas dans un gala. Ben, puis, des fois, on est même content de ne pas avoir à le faire, là, de se mettre en cravate puis d'aller passer la soirée, mais de prendre ces budgets-là puis de dire, ben, je vais quand même les redonner à certaines fondations parce que ça va être très difficile pour les fondations dans les prochains mois, je pense. Alors, dans le fond, je te demandais, on aurait avant ça, je disais, je vais sûrement compléter l'entrevue en disant, c'est quoi les paroles d'un grand sage? Et Marc, tu viens un peu dénommer, à moins que tu vas vouloir peut-être ajouter quelque chose, mais dans le fond, ton invitation, c'est de dire, bon, ben,
quand nous, ça va bien, ben je pense que contribuer aux organismes qui nous inspirent, qui font une différence pour nous, c'est une chose. Et aussi, peut-être pas dire, ben étant donné que ces organisations-là vont devoir, à quelque sorte, se réinventer, le budget peut-être qui était déjà là, c'est de continuer, dans le fond, à le partager, puis à partager aux gens, au fait, autour de nous, qu'on voit que ça peut faire une différence, tant au niveau alimentaire, au niveau social, au niveau psychologique. Alors ça, je pense que c'est une belle invitation que tu viennes de lancer. Alors, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose déjà, parce qu'on est déjà rendu à 30 minutes, le temps passe très vite. Sur un mot de la fin, parole d'un grand sage, ça pourrait être quoi pour compléter cette belle entrevue? Ben, écoute, t'en as dit beaucoup déjà, mais moi, ce que je pourrais dire, c'est il faut pas essayer de contrôler l'incontrôlable. Donc, focusons sur ce qu'on peut contrôler. Donc, que ce soit de donner à d'autres ou puis, tu sais, c'est ça. Ça se résume à ça. Donc, si on met de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, ben, c'est de l'énergie perdue. Donc, focusons sur ce qu'on peut contrôler. Et accueillons la fluidité, les opportunités qui viennent avec. Alors, merci beaucoup, Marc, pour ce précieux temps que tu m'as donné ce matin. Ça fut vraiment agréable. Et puis, à tout le monde, je vous dis, le prochain rendez-vous est samedi où j'aurai le bonheur d'accueillir David Marciot du groupe Marciot pour un autre 30 minutes inspirant. Alors, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une super belle journée. Et Marc, je te laisse le mot de la fin pour nous dire un beau bonjour. Ben, merci tout le monde. Merci de votre écoute. Puis, merci, Hélène, de l'invitation. C'est très gentil. Bon, ben, ça me fait grand plaisir. Alors, bonne journée tout le monde. Bye bye. Bye bye.